Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est tout bon? Le son est bon? Oui, merci Raphaël. On a transformé notre centre de formation en studio aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis accompagné de David Zimmerli, qui va se présenter dans quelques secondes. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à ce webinaire. Je vous donne quelques informations logistiques et comme je vous l'ai signifié, je cède la parole à David. Alors, bienvenue à ce webinaire. Donc, mon nom est David Zimmerli, 54 ans, 4 filles. Voilà, je m'arrête là, parce qu'après, sinon j'ai des problèmes. Je travaille dans la BI depuis plus de 25 ans. Et aujourd'hui, avec un autre David qui est à côté de moi, on a décidé de vous donner une recette efficace pour des tableaux de bord encore plus efficaces. OK? Le séminaire, le webinaire, ça sera sur un temps de 45 minutes. Si vous participez déjà à nos séminaires ou si vous êtes nouveau, sachez que on est toujours dans le même standard, environ 30 minutes de présentation et ensuite 15 minutes d'échange sur la thématique. Par défaut, les microphones sont coupés. Si vous souhaitez quelque part converser avec David, vous pouvez utiliser le chat de Teams ainsi que lever la main. Et moi, en tant que modérateur, je vous céderai la parole. Donc, l'objectif étant de partager autour de cette thématique. Donc, on a prévu donc ce temps d'échange en fin de présentation. Sachez aussi que ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le regarder en replay et aussi le partager à d'autres personnes. Il sera accessible aussi sur le site de SMACA, www.smaca.ch, dans notre volet actualité, d'ici environ une huitaine de jours. Voilà, donc je cède la parole officiellement à David. Merci. Alors, avec David, on a décidé de vous donner une recette donc pour concevoir des tableaux de bord efficaces. Et comme toute recette, on a besoin d'ingrédients pour que ça fonctionne. Ces 3 ingrédients sont notés sur la partie gauche du slide. On va tous les voir les uns après les autres durant ce séminaire. On va commencer par le premier. On a intitulé Data. Alors, dans la data, on a pris ce symbolique iceberg parce que vous sachiez que quand vous vous lancez dans l'élaboration de tableaux de bord, à mon avis, avec mon expérience, 80% de votre travail est invisible par l'utilisateur. D'où l'image de l'iceberg. Pourquoi? Parce que vous devez passer par toutes les étapes que je vais vous décrire. Il y a la première, la plus naturelle, c'est la collecte des données. Alors on se connecte sur des bases de données, sur des fichiers plats, sur quoi que ce soit, on en a besoin. Ces données-là, c'est le moteur de notre futur tableau de bord. Mais ça ne suffit pas, il faut une deuxième étape. La deuxième étape étant la transformation des données. Et c'est une étape très importante qui est malheureusement skippée par certains concepteurs de tableaux de bord. Dans cette étape, c'est là qu'on trouve, dans la transformation, on doit s'assurer de la qualité de la donnée, de la typologie de la donnée, qu'une date, soit bien une date, un chiffre soit bien un chiffre, que les textes soient bien nettoyés. Toute cette partie-là fait partie de la transformation des données. Ainsi que dans cette étape, on peut trouver aussi le fait de agrémenter notre modèle ou notre base de données en ajoutant des colonnes, par exemple, typiquement, ou en transformant cette dernière. Typiquement, quand on voit la colonne avec le nom, le virgule et le prénom d'un participant, d'un utilisateur, mais qu'on veut 2 colonnes, on doit la séparer. On doit faire la split de cette colonne. Donc tout ça, ça fait partie de cette transformation. C'est une étape très importante. La troisième étape, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais elle est capitale. C'est ce qu'on appelle la modélisation des données. Dans la modélisation des données, on commence à séparer les faits, donc ce qu'on peut
comptées, agrégées à des dimensions. Ces dimensions sont vos axes d'analyse, sont vos référentiels. Typiquement, on peut imaginer que le cœur, donc là où on a les chiffres, la table, ce qu'on appelle la table de faits, c'est le système de caisse d'un point de vente. Et les tables de dimension sont les données articles, les données du point de vente, les données n'importe, vraiment tout ce qui tourne autour de ce cœur-là. C'est ce que vous allez voir, en tout cas, c'est ce que vous apprenez dans nos formations. C'est ce qui s'appelle la modélisation en étoile. Et vous allez voir sur Internet, c'est vraiment préconisé. Tous les outils BI, en tout cas de tableau de bord, reposent essentiellement sur cette structure en étoile. Donc, la table de fait ou les tables de fait dans plusieurs cas, et avec une collecte de petites tables de dimensions qui se gravitent autour de cette table de fait. Et les tables entre elles sont forcément reliées par des relations ou des jointures. C'est une étape capitale, ça pérennise votre tableau de bord. Les personnes qui font des tableaux de bord sur une seule table, leur tableau de bord va de toute façon pas être pérenne. Il ne pourra pas évoluer, en tout cas pas. Et il ne sera pas du tout efficace, puisque comme je viens de dire avant, tous les outils BI s'attendent à une efficacité basée sur un modèle en étoile. Une des quatrièmes aussi étapes qui est souvent aussi skippée, c'est la gouvernance des données. Parce que finalement, il faudrait savoir à qui s'adresse finalement ce tableau de bord. Et c'est vous qui devez faire aussi la gouvernance des données, donner l'accès à des données à certaines personnes. Et finalement, la partie la plus sexy, on va dire ça comme ça, la visualisation des données, ben, c'est que la dernière et ultime étape. Donc les personnes qui font de la première étape, de la collecte des données, à la visualisation des données sans passer par celle du milieu, je donne pas cher pour l'exactitude de leur tableau de bord. Donc pourquoi c'est stratégique de passer à travers toutes ces étapes? C'est de fiabiliser vos données. Et vous devez passer par toutes ces étapes. Alors maintenant, mon rôle, finalement, dans cette démarche aujourd'hui, en tant que business analyst, j'aime bien cette petite phrase. Alors, elle est peut-être un petit peu gonflée, mais pour moi, je l'aime bien. C'est finalement mon rôle. Il est un passeur de compréhension. Parce que pour moi, un business analyst, il doit être à l'écoute de son client, de ses utilisateurs. Euh, il doit faire preuve d'empathie, comprendre sa problématique, trouver des solutions. Et j'ai schématisé tout ça pour dire que finalement, moi, je me peux me faire plaisir pour moi. Je ne construis pas pour moi ces tableaux de bord. Je construis pour des personnes qui devront décider par rapport à ces visualisations de données. Alors, pour illustrer ça, par exemple, on reprend un peu le rôle de l'iceberg. On a fait tout ça, on s'est connecté sur des data sources. Hein. Ça peut être des fichiers plats, des bases de données, n'importe lequel. Le premier rôle, notre rôle de business analyst, c'est de reprendre toutes ces données, de les transformer, de les modéliser. OK, on a compris, mais après, quelque part, on rend, qu'importe l'outil BI, le tableau de bord, vous le voyez à l'écran, ce n'est qu'une des trois disciplines finalement de la BI. On a une partie analytique qui pourrait être typiquement les tableaux croisés dans Excel, simple. On a des rapports vraiment alignés picobello au pixel perfect, mais aujourd'hui, on va parler des tableaux de bord. Mais qu'importe, le business analyst, il est là en plein milieu et c'est à lui de tout faire. Et qu'importe si on parle d'analytique, rapport au tableau de bord, je rappelle, en tout cas pour mon concernant, je ne construis pas des tableaux de bord pour moi, je construis pour l'utilisateur final, afin qu'il puisse aider à la décision. Pour moi, c'est des outils d'aide à la décision. Alors, quelques exemples d'erreurs assez courantes que je vois. Euh, L'échelle trompeuse. La visualisation du milieu, vous le voyez volontairement, l'axe des ordonnées qui ne part pas à zéro, qui a pour une incidence de creuser l'écart artificiellement entre le loyer du canton de Genève et de Glaris. Mais au fait, on trahit la vérité en faisant ça. On passe une mauvaise information. De fait, de partir non pas de zéro avec l'axe de données,
trahit l'information. Ok, il faut absolument partir systématiquement de zéro sur l'échelle des ordonnées. C'est une des erreurs que je vois assez souvent. Petite anecdote, je suis assez fan du TCS, je ne sais pas si vous le connaissez, mais dans ce journal, je l'apprécie beaucoup, mais il y a systématiquement des erreurs de graphique. Essayez de voir si vous êtes abonné, si vous l'avez sous les yeux, les numéros précédents, c'est assez hallucinant. Des chiffres qui ne sont... L'addition des pourcentages ne fait pas 100%, on comprend absolument rien à leur graphique, malgré que j'aime bien ce qu'ils font, mais ils ont peut-être quelques notions qui leur un peu, euh, un peu confuses. Alors après, les échelles, chose que je vois souvent, c'est l'absence de hiérarchie visuelle. La hiérarchie visuelle, c'est que l'essentiel qu'on veut passer comme message est complètement perdu dans un titre qui veut absolument rien dire. On met des titres sur des axes qui sont absolument pas efficaces, ils n'ont pas aucune valeur ajoutée. Il faut vraiment faire une hiérarchie visuelle. Alors, il y a un peu de graphique dans ce que je dis, mais il y a surtout une compréhension immédiate. Quand on met un titre qui veut dire quelque chose, si on supprime le titre des ordonnées et qu'on supprime la valeur de l'axe des ordonnées, on met des étiquettes de données. Et finalement, il n'y a rien de plus clair que de voir des loyers par canton, là, il n'y en a que deux, avec un titre. Donc, c'est l'absence de hiérarchie visuelle. Enfin, on perd l'essentiel dans la communication qu'on veut donner. Le troisième exemple, ce ne sont que des exemples, hein, c'est l'absence de contexte. L'absence de contexte réduit considérablement la valeur décisionnelle. Si vous avez ce graphique-là, qu'est-ce que vous voulez prendre comme décision? Petit clin d'œil à IBCS qu'on va voir à la fin du webinaire. Voilà, le même graphique, les mêmes représentations, mais avec une présence de contexte. On dit quelle année on est en train de vivre, qu'est-ce qu'on compare, on regarde l'unité, on souligne la valeur de chaque colonne, on y met l'écart absolu ou relatif entre les deux mesures qu'on est en train de faire. Petit exercice aussi, pour vous. Environ un quart de la population suisse réside en Suisse romande. On a un exemple, trois possibilités de montrer ces 23%. À vous de choisir le graphique le plus approprié. Demain, c'est votre job. Votre job de business analyst, de tableau de bord, ce sera ça. Alors, le premier, le plus basique, les camemberts, vous allez apprendre pourquoi. Après, c'est pas du tout mes copains. Avec une déclinaison de bleu, on va essayer de chercher la Suisse romande, on va essayer de chercher le bleu. Alors, j'ai été gentil, j'ai fait un gros bleu, un petit gris. Les chiffres sont dessus, ok, d'accord, mais pour moi, ça ne me convient pas forcément. Le deuxième, et vous pourrez le comprendre par la suite, c'est mon préféré. Voilà. Tout est clair, tout est limpide. On a les étiquettes de données, ça va dans l'ordre décroissant des valeurs. Pour moi, c'est le plus approprié pour ce genre de choses. On a un troisième exemple qui pourrait être plus lié à une infographie plutôt qu'autre chose, mais il est aussi sympa. Voilà, il est très parlant, il est très visuel. On voit tout de suite de quoi on parle. À vous, à vous de votre côté de faire le choix que vous voulez. Pour moi, c'est le 2. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions à ce stade? Vous pouvez utiliser couper votre micro ou utiliser la conversation ou garder vos questions pour la fin. Mais s'il y a des questions, pas de questions à ce stade, D'accord. Alors, on poursuit. on poursuit. Après donc avoir posé les bases du premier ingrédient data, on va poursuivre avec le deuxième, le design. C'est tout ce qui rentre dans l'univers de la perception, avec une clarté visuelle, avec l'expérience utilisateur, et je vais vous détailler ça tout de suite. Donc, dans le design, effectivement, on définit ça, ou je définissais ça plutôt par rapport à un impact visuel et cognitif de la personne qui va lire et qui va visualiser votre tableau de bord. Alors, une des notions quand vous réalisez un tableau de bord, c'est l'expérience utilisateur, appliquée à la BI.
Une expérience utilisateur, vous ferez le test après, mais vous en faites tous les jours, sans trop savoir ce que c'est. Pour moi, la bonne définition de l'expérience utilisateur qui est réussie, c'est qu'il n'y a aucune friction. Vous n'avez pas commencé à chercher les filtres, à savoir quelle est cette couleur, à quoi ça correspond. C'est ça une expérience utilisateur appliquée à la BI. Et dans l'expérience utilisateur sont aussi intégrés les principes de Gestalt. Alors les principes de Gestalt, c'est comment notre cerveau perçoit les éléments. Et ça, c'est vraiment du cognitif. On peut très bien intégrer ces principes dans l'élaboration des tableaux de bord. Alors, on va commencer par l'expérience utilisateur. C'est comme je disais avant, vraiment, quand vous concevez des tableaux de bord, vous devez vraiment avoir le sentiment que votre utilisateur, même sans votre aide, comprend exactement ce qui se trouve devant ses yeux. Premier exemple, ou un des exemples les plus connus, malgré qu'ils font du très beau ketchup, cette société, quand ils ont mis leur ketchup en bouteille, c'est un concept qu'ils ont complètement oublié, l'expérience utilisateur. Bonne chance pour mettre la bonne quantité de ketchup dans votre assiette avec une bouteille comme ça. Ils ont tout de suite corrigé. Ils ont corrigé le tir. Ils ont compris effectivement que c'était inefficace. C'était le même contenu, mais le contenant changeait. Alors, moi, je dis toujours, c'est plus qu'un simple design. L'expérience utilisateur, ça ne s'arrête pas qu'à ça. Mais pour moi, l'expérience utilisateur, quand elle est réussie dans les tableaux de bord, c'est que vos tableaux de bord sont utilisables. Et comme je disais avant, l'UX, donc l'expérience utilisateur, réduit les frictions. Et pour ça, j'ai un test très simple. C'est ce que j'appelle le test des 5 secondes. Le test des 5 secondes, si vos utilisateurs ne savent pas où cliquer, ne trouvent pas les filtres, ne savent pas de quoi vous parlez sur les visuels, c'est tout ce que vous avez réussi à faire, c'est de transformer ce que je dis là, votre tableau de bord, en un joli mur de graphique, mais qui ne sert à rien. Et croyez-moi, les tableaux de bord qui ne répondent pas ou qui ne sont pas sensibles à l'expérience utilisateur, les personnes ne reviennent plus. Et vous aurez fait tout le développement de tout ce que je vous ai dit dans les premiers slides pour rien du tout. Dans les principes de Gestalt, donc, ils structurent l'information. Il y en a 6. On ne va pas les passer les 6 les uns après les autres. Je vais vous en proposer 3. Okay, pour vous montrer comment on assimile ces principes de Gestalt dans l'élaboration d'un tableau de bord. Alors, le premier, on a le principe de continuité. Le principe de continuité, c'est que l'œil humain, on est tous fait la même chose. Quand vous regardez un tableau de bord, vous allez souvent aller dans le coin en haut à gauche. Voilà, il y a le titre, il y a généralement les KPI qui sont là quelque part. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir tirer un trait et que ce trait-là ne soit jamais interrompu, au fait. On a besoin de la soutenance d'une bordure, comme c'est là à l'écran, ou une ligne qui s'interrompt, ça ne nous convient pas. Okay, c'est un principe de continuité. C'est cette absence de continuité sur le graphique, là à l'écran, le loyer modéré, par rapport à la ligne du KPI qui est sur la gauche. Voilà un tableau de bord, c'est exactement les mêmes données, les mêmes visuels, mais qui répond au principe de continuité. Le principe de continuité, il s'établit aussi, si vous le voyez assez bien, sur l'espace qu'il y a entre chaque visuel. Il est exactement identique. Le deuxième que je vous propose, c'est le principe de similarité. L'œil humain, il a tendance à regrouper les éléments avec une même couleur. Et ça, c'est très important. Lorsque vous faites des tableaux de bord, la valeur que vous mesurez doit avoir la même couleur. Sinon, il y a quelque chose qui ne correspond pas à l'œil humain. Et on va se poser la question. Et ça, c'est le principe de similarité. En BI, dans les tableaux de bord, quand on mesure quelque chose et qu'on assimile le principe de similarité, on crée les mêmes graphiques avec la même couleur. On parle de loyer moyen mensuel par année en haut, en bas par classe énergétique, on y met la même couleur. C'est le principe de similarité. Troisième, le principe de figure-fond. L'œil humain, il a l'habitude et c'est beaucoup plus confortable pour lui si on met un contraste dans nos tableaux de bord. Alors, c'est voulu de ma part, où il y a tout qui est blanc.
Ce tableau de bord-là répond au principe de figure-fond. On voit que les visuels sont posés sur quelque chose et l'œil humain est beaucoup plus confortable dans la lecture des informations qui font partie du visuel qui est sur votre droite. Donc si on reprend et qu'on a assimilé ces principes de Gestalt dans l'élaboration du tableau de bord, on passe du premier slide qui est tout à gauche au quatrième très efficacement et très facilement parce qu'on a compris, on a assimilé ces principes de Gestalt. Toujours pas de questions? Non, pas pour l'instant. D'accord. Alors, le troisième, finalement, ingrédient, une fois qu'on a effectivement clarifié les messages, structuré les données, c'est le build. Le build, c'est vraiment votre outil final pour construire les tableaux de bord. Si vous vous souvenez de l'image de l'iceberg, petite analogie à Power BI, on le renverse et voilà la vue d'ensemble d'un processus de tableau de bord élaboré sous Power BI. On se connecte aux sources de données, on les transforme, on les modélise, on rajoute effectivement des visualisations. Dans les visualisations sont aussi intégrées les interactions, les filtres, les segments, tout ce que vous pouvez faire. Et finalement, l'avantage des tableaux de bord avec des outils comme Power BI, vous le publiez. Vous ne le gardez pas pour vous. Vous en faites bénéficier vos utilisateurs de manière uniforme ou en tout cas pour la société. Alors, une des choses qui est aussi souvent demandée et peut-être aussi un peu pas très claire, est-ce que dans les outils comme des tableaux de bord, est-ce qu'on fait des indicateurs de pilotage ou des indicateurs de performance? Et c'est toujours un peu les questions pièges. Alors, je vais vous montrer après comment moi j'agis par rapport à mes utilisateurs. Pour moi, la définition d'un indicateur de pilotage, il éclaire le présent, aujourd'hui, maintenant, par rapport à l'indicateur ou aux indicateurs de performance où on mesure ce qui s'est passé. Donc les indicateurs de pilotage viennent avant les indicateurs de performance. Une analogie assez facile, entre guillemets, pour comprendre ça, c'est pour, dans le milieu de l'automobile, pour votre voiture. Un compteur de vitesse, c'est la vitesse à laquelle vous roulez maintenant. C'est un indicateur de pilotage. Vous ne mesurez pas la performance de votre véhicule par rapport au compteur de vitesse, à la vitesse où vous roulez maintenant. Le deuxième, c'est la jauge de carburant. OK, ça va vous indiquer ce qui reste. Vous avez une vague idée d'où vous pouvez vous rendre, encore que, mais ça ne vous donne pas la notion combien elle a consommé ma voiture du point A au point B. Le troisième, c'est un voyant moteur. Alors effectivement, c'est un indicateur de pilotage. Généralement, on s'arrête immédiatement, il y a sûrement un souci. Et dans un indicateur de performance, alors le compteur kilométrique, oui, alors ça c'est un indicateur de performance. On peut comparer effectivement à quelle est la distance qu'on a parcourue du point A au point B. C'est un indicateur de performance. Le deuxième, c'est ce que je disais par rapport à la jauge de carburant, c'est la moyenne de consommation. Combien j'ai consommé du point A au point B, ou alors par rapport à deux trajets ou deux notions de temps différentes sur peut-être un même parcours. Alors voilà les réflexes que moi j'ai quand j'élabore des tableaux de bord et que je pose volontairement au business. De savoir s'ils veulent des tableaux de bord de pilotage ou de performance. Je ne vous cache pas que un des meilleurs tableaux de bord au monde, il va faire les deux en même temps. Mais le pilotage, la question, est-ce que ce que je vais te faire comme tableau de bord doit aider à agir? Si la réponse est oui, c'est un indicateur de pilotage, puisqu'on agit en amont de la deuxième question, est-ce que le tableau de bord que je vais te faire, est-ce qu'il te compare des ventes? Oui, on constate, alors d'accord, c'est un indicateur de performance. Encore une fois, on peut très bien lier les deux dans un même tableau de bord. Mais déjà, rien que de poser ces questions-là, business, eux, ça les aide. Voilà, ça les aide et nous et vous, demain, ça vous aide aussi à savoir comment vous voulez faire votre tableau de bord. C'est ce que je disais un peu. Piloter, c'est effectivement anticiper et mesurer, c'est la performance. C'est analyser ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on a piloté ou ce qu'on a mis en place comme indicateur.
À ce titre, je vous recommande ici la petite doc de chez Smaka, qui est très sympa, qui vous cible encore mieux que ce que j'ai essayé de là, de dire ce que c'est qu'effectivement, comment mesurer pour progresser. Je vous la recommande vivement et chaudement. Alors typiquement, là, je vous montre un tableau de bord comme indicateur de pilotage. Cet indicateur ici, on retrouve notre environnement de loyer, c'est vraiment des données actionnables. C'est ce que je dis ici. On sait dans quel canton, sur le graphique de gauche, dans quel canton et dans quel type de pièces les charges sont les plus chères. C'est un indicateur de pilotage. Ces coûts sont actionnables. On pourra très bien prendre des mesures, voilà, dans le canton d'Argovie pour les 4 pièces, de se dire mais pourquoi les 4 pièces dans le canton d'Argovie, elles sont nettement supérieures aux autres. C'est des données actionnables. Par-dessus, on peut permettre de cibler des décisions et de mettre des leviers. Alors moi, pareil, c'est tout à fait des exemples, hein. Des loyers mensuels par classe énergétique. Est-ce qu'il y a des classes énergétiques qui, effectivement, des loyers beaucoup plus chers que d'autres? Et inutile de vous dire, alors là, ce n'est que des slides, mais dans un tableau de bord, c'est très dynamique et on le voit. On le voit tout de suite, avec en dessous un exemple par type de zone. Donc pour moi, c'est les indicateurs de pilotage, des tableaux de bord de pilotage, c'est des outils d'anticipation. Les indicateurs de performance avec le même jeu de données, exactement le même, eh bien on mesure, on compare. Vous voyez le visuel de gauche, moi j'ai choisi de montrer le loyer moyen mensuel au mètre carré par canton. Que je vous disais dans les premiers slides de mettre un contexte. On sait qu'est-ce qu'on mesure. OK? On sait à peu près l'année, on le voit sur le diagramme qui est en haut à droite. Et visuellement, on voit tout de suite que le canton de Genève est différent des autres. Et ce qui est différent en termes de graphique à barres, on le met aussi typiquement en sous-titres. Alors après, c'est possible, c'est très facile de... Voilà, j'habite au canton de Vaud. Alors, je ne suis pas très très loin de la moyenne du canton de Genève. À Neuchâtel, alors je suis un peu plus cher, etc., etc. C'est des indicateurs de performance. Et pourquoi? Parce que c'est des valeurs constatées. On les compare. Et on suit une tendance aussi avec le graphique en haut à droite. Par année, on voit aussi avec la moyenne de quoi on se compare. Il y a eu un petit creux en 2020, nouveau un petit creux en 2024. On peut comprendre pourquoi après on a été en 2021 un peu plus haut, etc., etc. Donc pour moi, les indicateurs de performance, on juge l'impact par rapport à ce qu'on a rectifié ou anticipé dans les indicateurs de pilotage. Toujours pas de questions? D'accord, ok. Alors, IBCS, je vais assez faire vite parce qu'il reste plus que 2 minutes, pardon. Pour moi, c'est le 4e ingrédient surprise de ce webinaire. J'en fais partie, je les ai vraiment adhérés et je les ai mis dans les tableaux de bord que je réalise actuellement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'IBCS? Je vais vous dire après, mais pourquoi ça existe, ces standards? C'est de transmettre un message immédiatement. Ok, c'est des standards pour une communication effectivement claire. Alors, je ne veux pas vous faire une démonstration IBCS, on n'est pas là pour ça, on n'a pas forcément le temps non plus, mais pour ça, je prends ce bel exemple. Merci David pour ton magnifique graphique. Merci. D'accord, voilà. Un graphique autant... Alors d'accord, il est moche, mais il ne répond pas du tout aux standards. Par contre, on peut le transformer, ce graphique, en adoptant les standards, en ne perdant aucune information essentielle. Et la démo va être assez rapide. Alors, soyez assez attentifs, ça va quand même assez vite. Alors, le fond, on n'en a pas besoin. Les bordures non plus. Le fond non plus. Le logo, pardon David, mais on n'en a pas besoin non plus. On le décrira après. Les effets 3D, les barres, les effets 3D sur les colonnes, on n'en a pas besoin non plus. Les termes qui sont complètement superflus et qui mettent plus dans l'embarras qu'autre chose ou dans le doute, on les enlève. Et première notion d'IBCS,
On met en haut, quand je dis qu'IBCS est un langage commun, on transmet cette information tout en haut. On a du net sales et l'unité est en millions d'euros, les exercices de 2012 à 2015. On ne pose plus la question après dans les autres graphiques. Un référencement en couleur est complètement inutile. Le net sales, j'en ai dit avant, on l'a mis en haut, donc les répétitifs, on ne les met pas. Sur quelle division, quelle organisation on met ces stats, on le met tout en haut et on ne le met plus. La monnaie ou l'unité, on ne le met pas non plus. Non plus pas sur l'acte des ordonnées. Elles ne servent non plus ici. Dans ce cas-là, les deux décimales après la virgule ne servent absolument à rien. Le contour des graphiques à colonne non plus. Les couleurs, elles servent absolument plus à rien. Voilà à quoi ressemblent gentiment les mêmes informations qu'au tout début, mais dans un environnement normé IBCS. On peut même aller plus loin en adoptant de densifier une information. On a 4 pays, on peut très bien en avoir 9 ou 12, ça ne changera absolument rien à la lecture. Et un des principes fondamentaux d'IBCS, tout ce qui est structurel, c'est-à-dire les clients, les pays, les cantons, etc., se mettent de manière verticale. Tout ce qui a une notion du temps se met à l'horizontale, systématiquement. Et dans l'imaginaire collectif, hier est à gauche, les années 2012 et 2013 sont soi-disant passées, admettons qu'on soit en 2014, sont d'une couleur différente que la période actuelle aujourd'hui, qui est toujours la plus foncée dans IBCS. Et ce qui est demain est à droite. Ça peut être très bien, comme c'est indiqué là, soit la planification, le forecast ou le budget. Donc c'est très simple, IBCS, on a 4 couleurs, pas de plus. Donc c'est les mêmes informations qu'au tout début, on n'a absolument rien perdu et c'est beaucoup plus clair et compris par tous. Je vous ai dit en préambule qu'on allait parler de mes petits copains qui étaient les graphiques en fromage, ou les pie charts ou autres. Alors là, moi j'ai été gentil, j'ai mis que 4 couleurs, mais dans le premier, c'est la distinction des séries. C'est toujours assez difficile. Il n'y a que 4 couleurs, c'est une déclinaison de bleu, mais nos yeux font systématiquement toujours l'aller-retour entre la valeur et retrouver cette couleur par rapport à la légende. C'est compliqué. Le deuxième exemple, les valeurs négatives. Bonne chance pour les mettre dans un graphique, un fromage. Le troisième, ou le quatrième, ouais, le troisième plutôt, pardon, j'ai été encore gentil, mais c'est le nombre élevé de séries et de leur contenu qui est complètement ridicule par rapport à la toute première, qui est la plus grosse. Alors là, par contre, la déclinaison bleu-bleu, ben, je vous souhaite bonne chance. Et finalement, alors le sommet, j'en ai vu aussi, c'est la comparaison de deux camemberts entre eux avec des exercices différents. L'exercice là serait de comparer le 65 au 45. On demande beaucoup trop de choses à notre cerveau. Le fait, comme au premier, de voir, de faire le lien entre la couleur, la valeur, l'image et de comparer cette même couleur avec cette autre valeur dans le graphique du bas, c'est quasiment impossible. En adoptant les standards IBCS, quand je vous ai dit 4 couleurs, j'ai encore été gentil, voilà, le même graphique, les mêmes informations structurelles, elles se mettent à la verticale, de manière décroissante, on va à l'essentiel. J'ai aucun souci à pouvoir faire ça. La deuxième, avec une couleur négative, deuxième couleur, il n'y a absolument aucun souci là-dessus, on peut très bien le mettre. Même qu'on ait un nombre élevé de séries, elles y sont toutes, et les chiffres y sont. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures pour trouver un astuce graphique dans le camembert. En adoptant les standards ABCS, on le voit. Et finalement, la comparaison de valeurs, voilà les deux et dernières couleurs IBCS. Finalement, si vous reprenez la série A, l'exercice actuel, c'est celui du bas, c'est le 45, celui du haut, c'est les 65. On ne met pas la valeur absolue de l'exercice précédent. Par contre, on indique simplement, en variance absolue, la différence qu'il y a entre les deux. Et on a tous été à l'école, le rouge c'est moins bien, et le vert, ben c'est mieux. 4 couleurs IBCS, rien de plus. Pour finir, IBCS, alors qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un ensemble effectivement de règles conceptuelles pour la conception des tableaux de bord. C'est vraiment un ensemble de meilleures pratiques pour garantir la transmission de l'information. Et je peux vous garantir que les personnes qui vont là-dedans, ils se posent même plus la question, ou plutôt ils se posent la question, mais comment ça se fait qu'on n'en parle que en 2025, alors que ça fait quand même un peu plus longtemps que ça existe, mais ça arrive gentiment et doucement en Suisse romande, en tout cas.
Et qu'est-ce que ça signifie IBCS finalement? Parce que je ne vous l'ai pas dit. International Business Communication Standard, c'est vraiment les standards de communication universelle. Alors c'est allemand, c'est assez carré. C'est bien existant en Suisse alémanique, du côté de Zurich et Saint-Gall. Alors à nous de faire un peu la différence en Suisse romande. Donc c'est une meilleure compréhension, une plus grande précision, une plus grande efficacité. Voilà, en réunion un peu avec, en guise de fin dans ce webinaire, avec les 3 premiers ingrédients et la petite cerise sur le gâteau, IBCS. Et comme je dis là, en plein milieu, un tableau de bord, c'est pas un outil graphique. Un outil graphique, ben, vous le faites pour vous. Ouais, OK, mais pour les autres, quand vous êtes un business analyst, vous faites un outil décisionnel. Et pour moi, les 4 ingrédients, comme je le mets là, c'est une brique ou en tout cas un une chose essentielle pour la gestion de la performance. Alors, si vous êtes intéressé, sachez qu'en 2026, tout ce qu'on vient de voir ici en webinaire en 35 minutes, un tout petit peu plus, eh ben, vous le retrouvez finalement sur 2 formations. 2 formations qui sont séparées en 2 modules, où le module 1, on va voir vraiment les fondamentaux de Power BI, l'importation, la transformation, la modélisation, créer vraiment des visualisations simples mais très percutantes. Okay, et module 2, c'est pour les personnes, les publics peut-être un peu plus avancés. On ne reprend pas ce qui était fait au module 1 parce que vous l'avez suivi, mais après, vous allez vraiment, à l'intérieur même de Power BI, trouver et évoluer dans un modèle en étoile, trouver et simplifier le langage DAX. Le langage DAX est le langage qui est utilisé à l'intérieur même de Power BI, faire des tables de mesure, trouver des indicateurs de date pour des mesures, typiquement year-to-date, en MAT, contextualiser vos indicateurs de performance, et finalement tout ça pour appliquer les standards de visualisation avec IBCS. Et tout ça est fait avec les travaux pratiques en commun sur les 2 modules, donc basés sur l'atelier SMACA Crépry. Voilà, je crois que j'ai un tout petit peu dépassé. Merci. Merci David, merci d'avoir relevé ce défi de nous sensibiliser sur pas mal de notions. Donc, ben, on a parlé de données contextuelles, on a parlé d'utilisateurs, on a parlé de performance, de pilotage, Mhm. et tout ça, il faut que ça soit simple, accessible. D'où vraiment dans l'esprit de SMACA, bah, de concevoir des formations pratiques simple. Donc, bah, maintenant, on passe au temps des questions. Avez-vous des questions pour David? Alors, je vous cède la. Il y a Raphaël qui nous. Il y a Pierre qui nous dit que c'est limpide. Donc, c'est pas une question, Commentaire. c'est un commentaire. Merci, Pierre. Raphaël, performance, est-ce que ça sert à améliorer? Alors, c'était pas une question, hein, c'était Ah, c'était juste pas une question. c'était juste dans le. Tu as dit quand c'est des indicateurs de performance, on dit on constate, on compare. J'amenais juste aussi une réflexion en disant on peut aussi poser la question est-ce que ça sert à améliorer par rapport à ce que ça sert par rapport au pilotage finalement. La différence pour moi, c'est est-ce que ça sert à améliorer? Ça pourrait être une autre question. Est-ce que ça pourrait être une autre question qu'on pourrait Ah, poser? dans les 2 questions à poser? Ouais, Ouais. tout à fait. Tout à fait, ouais. Mhm. J'en profite, j'ai une petite question pour typiquement dans l'entreprise, ce que tu nous as présenté, ce qui est vraiment limpide, effectivement. Euh, qui sont les personnes dans l'entreprise qui sont justement amenées, selon toi, à participer à cette formation que tu proposes finalement? Ou quelles sont les fonctions Alors que je tu dirais formes? alors basiquement tous ceux qui servent de la data, ça c'est clair, mais je pense particulièrement aux contrôleurs de gestion. Eux, ils sont très attentifs à ça et c'est ceux qui doivent vraiment rendre des comptes après et donner des informations. Après, dans ma position, franchement, je l'ai fait un peu partout. Il n'y a pas forcément. Alors, on pense toujours aux ventes. Alors, les ventes, oui, mais c'est assez facile parce que finalement, on a des articles, des points de vente, etc. Mais les plus pointus chez moi, c'est la production, avec des traitements de non-conformité, du coût non-qualité,
Après, il y a tout ce qui est ciblé sur les heures de travail des gens, le respect des gammes opératoires, le respect des non-conformités aussi, je l'ai dit. Mais voilà, il y a aussi la logistique, les états de stock, la planification. Il y a vraiment beaucoup de gens, en tout cas dans ma position, qui, c'est pas forcément quelqu'un ou un groupe de personnes vraiment ciblées. Et tout le monde adhère à ces concepts d'utilisation de ces tableaux de bord, d'une grande clarté, d'une grande limpidité. Et alors, moi, je ne vous cache pas que j'applique fondamentalement tout le temps les standards IBCS, systématiquement. Et depuis le temps que je les applique, que je les mets en fonction, je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui m'a fait la remarque, c'est bien, mais au fait, le rouge, il est trop rouge. Voilà. Et c'est la seule, il ne voyait pas l'opportunité pour lui de s'améliorer, mais les autres, ils ont adoré, parce que quelque part, c'est ça l'avantage de ces standards. On ne va pas prendre du temps au directeur ou au CFO les lundis matin à 8 heures de comprendre les graphiques qu'on lui met sous les yeux. Euh, Chaque thème est articulé et combiné de fait de pouvoir lire ces informations en utilisant ces standards. Nous avons conçu la formation autour d'une thématique qui est une crêperie, où chacun endosse un rôle. Soit je suis collaborateur de la crêperie, soit je suis le manager de la crêperie, soit je suis manager des 7 succursales de la crêperie. Et ô combien, au travers des exemples que David a cités, ben, on fait le parallèle avec notre quotidien. Aujourd'hui, ceux qui font des animations à intervalles courts dans les ateliers, ben, il y a une information qui est escaladée, il y a une information qui est cascadée, mais est-ce qu'on comprend tous cette information? Et j'aime beaucoup l'expression de David, c'est que malheureusement, on n'a que 5 secondes, parce que ces animations à intervalles courts, s'il faut 3 minutes pour comprendre l'indicateur, ben, on ne va pas prendre beaucoup de décisions. Mm. Donc c'est vraiment dans cet esprit. Et je ne vous cache pas qu'il y a encore quelques mois, IBCS pour moi aussi était vraiment Inconnu. totalement inconnu. Alors je ne parle pas suffisamment bien allemand, ça doit être ça. Mais en tout cas, il y a vraiment de réelles attentes et tout ça vers de la simplicité, hein. Ouais, tout à Il fait. y a une question. La supply chain est clairement un grand consommateur de ce genre d'informations. Quelles sont, d'après vous, les datas les plus simples à utiliser? Hum, une bonne question. Les plus simples, euh, je dirais que ça dépend aussi le public cible. C'est peut-être peut-être les états de stock ou le turnover du stock ou peut-être les achats, effectivement. Je ne sais pas si je réponds juste à la question qui est posée. Euh, Moi, je serais tenté de dire qu'il n'y a pas de data plus simple ou pas. C'est vraiment de répondre aux besoins du consommateur, enfin, du consommateur, de l'utilisateur final. Et c'est notre métier, en tout cas, c'est mon métier de tous les jours, en tant que business analyst, de vraiment quasiment trouver des idées, ou en tout cas de vulgariser les préoccupations des utilisateurs finaux avec tout ce que je viens de dire, avec cette recette, et qui pour moi, après, si on rajoute encore une couche IBCS, les gens alors comprennent effectivement tout à fait et prennent des décisions judicieuses sur ça, ouais, sur cette base. Il y a d'autres questions qui nous parviennent. Alors, elles sont encore en train d'être écrites. Donc, on ne peut pas encore tout à fait les visualiser. Euh, il nous reste quelques minutes, encore une à 2 minutes. Donc, il y a encore la place à une ou deux questions. Est-ce que l'IA peut faire ça? Raphaël, sujet d'actualité. À mon avis, pas encore. Non. Pour preuve, dans Power BI Desktop, on a Copilot de Microsoft. Il vous met plus dans l'embarras ou le doute. Au fait, il est très bien pour corriger ce que j'ai dit avant le DAX, ou vraiment des écritures de code. Mais je pense que fort heureusement, il y a encore le cerveau humain avec son interprétation et sa sensibilité qui arrive à faire le job, beaucoup plus que l'AI, ouais, effectivement. Damien vous remercie. D'autres questions? Bien sûr, hein, David, comme moi, reste disponible
au terme de ce webinaire. Hein. On a essayé en 45 minutes, un peu plus, de partager en tout cas ce domaine, hein, ce domaine d'expertise. Et sachant qu'il y a une question, sachant que le pilotage est plus à destination du board et la performance plus pour l'équipe supply chain, est-ce que vous conseillez de travailler sur ces deux versions? Voilà la question additionnelle qui nous arrive. Ouais. Oui, moi je pense qu'effectivement, encore une fois, moi je réalise des tableaux de bord avec ces deux indicateurs. Mais c'est tout le challenge de mon rôle en tant que business analyst. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si je la comprends bien, mais des fois, je me suis perdu à faire et à réaliser des tableaux de bord que pilotage ou que performance. Et c'est vrai, j'étais fier de moi, magnifique, mais finalement, je voyais que les utilisateurs restaient un peu sur leur faim. Et ça veut dire que la première étape, qui consistait à les écouter et à bien leur comprendre leurs problématiques, j'avais pas été jusqu'au bout, effectivement. Avec ce paradoxe, hein, du passé et du présent et du futur. Donc, moi, j'ai retenu aujourd'hui, hein, quand on compare, quelque part, on cherche de la performance. Mais par contre, quand on se projette sur les décisions vers le futur, on est dans le pilotage. Ouais, tout à fait. Merci, David. Merci à toi, David. J'avais prévu un cadeau pour David, mais je ne sais pas si je vais lui remettre. J'avais prévu un camembert, mais j'ai compris que... Non, je crois que tu peux le garder. Je peux le garder? D'accord. Bon, ça sera pour une prochaine fois. Merci à tous. Merci à vous. On vous souhaite un bel été. Et voilà, sachez qu'on reste disponible pour écouter vos besoins et comprendre votre contexte. Bel été à tous. Merci. Merci. Le replay sera disponible d'ici quelques jours. Merci à l'équipe média qui nous accompagne pour l'organisation de ce webinaire. Merci Angélie, merci Gina. Ciao, ciao. À bientôt.